Bon, alors, bonsoir, bienvenue dans notre rendez-vous mensuel avec les doctorants de l'Université de Corse. Comme vous le savez, ces rendez-vous sont organisés par l'université en partenariat avec le réseau Canopée de l'Académie de Corse, le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio et le Crous de Corté et également Radio Né, bien qui est la radio du campus. Nous accueillons ce soir Véronique Ventourini qui a soutenu sa thèse il y a peu. Elle a soutenu une thèse sous la direction du professeur Paul-Marie Romagne et également de Caroline Tafagne. Son sujet de thèse porte sur le développement territorial à l'épreuve du système foncier local en Corse, avec une analyse de la planification stratégique spatialisée du littoral. Et ce soir, elle va nous présenter une conférence qui s'intitule La planification littorale spatialisée à l'épreuve du terrain, l'exemple des communes de Calenzane, Olmeto et Sis. Véronique, vous avez la parole et merci. Merci, bonsoir à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, l'idée c'est de présenter et d'aborder un sujet qui m'a passionnée durant ces 5 années de doctorat. Et bon, il a été encadré effectivement par Monsieur Romagne et Madame Tafagne et il a été soutenu il y a un mois pile aujourd'hui. Et aujourd'hui, il s'agit d'exposer les étapes de construction, la démarche scientifique qui a été abordée, ainsi que les résultats et les perspectives de ce travail de recherche. Alors, juste pour présenter un petit peu les étapes de construction de ce sujet et de la présentation aujourd'hui, on va tout d'abord aborder le constat de départ, c'est-à-dire l'objet de recherche, à savoir est-ce que la planification en Corse est une problématique incontournable. On présentera également l'hypothèse identifiée, la problématique identifiée, l'hypothèse soulevée, ainsi que la proposition de méthode formulée, et enfin les résultats et les perspectives à apporter à ce travail de recherche. Alors, ce travail de recherche interroge la mise en œuvre de la planification littorale. Il repose sur le terrain corse, mais pourrait trouver d'autres échos sur d'autres territoires. Et pour mieux comprendre ce constat et situer cette problématique, on va commencer par présenter un peu le contexte insulaire. Puisqu'en effet, depuis environ une soixantaine d'années, on observe un phénomène d'urbanisation croissant sur le littoral qui a contribué à l'apparition de tensions foncières et qui a évolué dans un contexte de développement urbano-touristique, c'est-à-dire où l'attractivité touristique des territoires littoraux a participé au développement de l'urbanisation. Ce phénomène a engendré la formation d'une armature urbaine en archipel qui s'est structurée à partir et autour de ces polarités littorales où on va voir se concentrer les hommes et les activités. Et cette situation pose aujourd'hui la question de l'encadrement de ce phénomène, puisqu'on voit bien que la carte qui est à l'écran montre, au regard de la densité de population et du nombre de logements, des ensembles territoriaux se former et se concentrant sur le littoral, Corté et sa région étant un petit peu une exception. Et cette situation, donc, comme je le disais, met en évidence la nécessité d'encadrer ce phénomène d'urbanisation, mais elle se confronte à une forte représentation de communes qui sont aussi bien soumises à la loi littorale qu'à la loi montagne. Puisqu'en effet, on recense 71 communes sur les 98 concernées qui doivent appliquer ces deux principes réglementaires. Alors, cette spécificité pose la question d'une déclinaison particulière et adaptée de la planification. Pour ce faire, la Corse est dotée d'un statut particulier qui, depuis 2002, confère à l'actuelle collectivité de Corse des compétences spécifiques en matière d'urbanisme et d'aménagement, qui ont permis l'élaboration d'un schéma d'aménagement particulier, le PADUC, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, qui a été approuvé en 2015 et malgré des difficultés d'élaboration, son but est réellement de concilier aménagement et préservation. Alors, le PADUC possède 3 particularités. D'une part, il va préciser les modalités d'application des réglementations des lois littorales et des lois montagne, à partir notamment de la prise en compte des spécificités locales.
D'autre part, il a un caractère intégrateur, c'est-à-dire que l'ensemble des documents d'urbanisme locaux, donc communaux et intercommunaux, doivent s'inscrire en compatibilité, c'est-à-dire doivent retranscrire localement les principes réglementaires du PADUC. Et la troisième particularité, c'est que le PADUC produit également de la réglementation. L'exemple le plus marquant est la définition des espaces stratégiques agricoles, où le PADUC va interdire toute forme d'urbanisation dans une logique de préservation des terres agricoles. Et cette production de réglementation va s'opposer aux tiers, c'est-à-dire aux demandes d'autorisation d'urbanisme, de construire, et ce, en l'absence de documents d'urbanisme local. Alors, le PADUC, en ce sens, est le reflet et la construction d'un projet de territoire qui va être adapté aux spécificités locales. Pour ce faire, il a élaboré des méthodes et des grilles de lecture fondées sur des faisceaux d'indices dans le but d'éclairer l'application des lois littorales et montagne et en ce sens rendre opérationnelle la planification sur le territoire insulaire. L'exemple qui est à l'écran est un extrait du livret littoral du PADUC et qui a pour but d'identifier les agglomérations dans les communes littorales. Et cette identification se fait d'une part à partir de la prise en compte de la dimension fonctionnelle de l'espace bâti, où on va observer les dynamiques démographiques, observer également la concentration d'emplois et de services. Ensuite, on va prendre en compte également la dimension structurante, en observant s'il y a la présence d'équipements, d'activités et de commerces qui sont un petit peu les garants de la centralité. Et enfin, à partir d'une dimension plus spatiale, avec notamment la prise en compte des indices de compacité, l'observation des densités bâties ou encore des formes continues du bâti. Et cette approche, ces méthodes et cette grille de lecture ont pour but d'apporter une photographie précise des espaces bâtis pour mieux envisager les perspectives d'urbanisation possibles. Alors, le PADUC est également fondé sur le concept de planification stratégique spatialisée, c'est-à-dire qu'il va définir les perspectives de développement futur du territoire à partir de ses évolutions passées et au moyen d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. L'exemple le plus notable et qui illustre parfaitement cette méthode, ça va être la définition des objectifs de développement, puisqu'on va observer les dynamiques démographiques des territoires et en générer une tendance pour estimer ensuite la croissance du parc de logements généré pour enfin définir les surfaces à bâtir nécessaires. Le PADUC, par exemple, prévoit qu'à l'horizon 2050, l'île concentrera 417 000 habitants pour 325 000 logements. Alors cette méthode, cette représentation un petit peu de la planification stratégique spatialisée montre également une dimension très arithmétique de l'évolution des territoires qui va être clairement ancrée dans l'exercice urbanistique. Et cette approche va nuancer un petit peu la pratique d'élaboration des documents de planification, puisqu'en effet, malgré cette déclinaison spécifique et les outils qui vont permettre de mieux appliquer les réglementations, on a toujours peu de documents d'urbanisme opposables aujourd'hui. En effet, on retrouve des difficultés persistantes à élaborer les documents de planification. Et la carte que vous avez à l'écran, qui est donc l'état des lieux de la planification urbaine, montre tout d'abord une faible représentation de PLU approuvés. On a 14% de PLU approuvés, c'est-à-dire très peu de documents de projet, et principalement sur les communes littorales. Ce qui sous-entend qu'on est face à une majorité de communes soumises au règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire le socle commun où les spécificités locales ne vont pas être prises en compte. Et en plus, on observe une quasi-absence de documents d'urbanisme compatibles avec le PADUC, ce qui interroge un petit peu le caractère intégrateur du schéma d'aménagement et de ses effets, et ce, 7 ans après son approbation. Alors, les conséquences, eh bien, ça va être une absence de maîtrise pour les élus locaux à encadrer et à envisager le développement de leur territoire à moyen et long terme. Et en plus de ça, cette situation va entraîner une certaine incertitude juridique quant à la délivrance des permis de construire. Alors, pour illustrer notre propos, nous avons choisi 3 terrains d'études qui connaissent ou qui ont connu des difficultés à planifier leur territoire.
s'agit de Calanzane, d'Olmeto et de Cisco. Et ces terrains ont été choisis d'une part par leur accessibilité, qui a été facilitée donc par le travail de l'urbaniste et donc de mon expérience personnelle et professionnelle, mais on retrouve également des caractéristiques communes. En effet, la position de ces 3 communes à l'échelle de l'armature urbaine insulaire nous montre que nous sommes face à 3 pôles de proximité qui vont dépendre de polarités secondaires. Donc Calanzane, ça va être Calvi, Olmeto, ça va être Propriano, et Cisco, ça va être Bastia, même si ce n'est pas une polarité secondaire. Mais ce sont des pôles qui sont dépendants de ces communes et leur développement va être étroitement lié à leur dimension urbano-touristique. Ensuite, on a un phénomène d'urbanisation relativement récent pour ces 3 communes et qui va s'inscrire dans des dynamiques micro-régionales dont l'enjeu aujourd'hui va être le renforcement ou le maintien de cette attractivité, c'est-à-dire cette capacité à attirer de nouvelles populations. Et enfin, du point de vue de leur tendance démographique, et le tableau que vous avez à l'écran reprend un petit peu les projections qui sont fixées dans les PADD, les 3 PLU des 3 communes. Alors PADD, projet d'aménagement et de développement durable, c'est une pièce, une composante des documents d'urbanisme. Et donc ce tableau nous montre également des tendances de développement similaires, puisqu'en effet, on retrouve, tant du point de vue des évolutions démographiques que des objectifs liés au nombre de logements, on retrouve des ordres de grandeur similaires, et également pour les surfaces à bâtir. Alors, ces surfaces à bâtir, elles posent question, puisqu'en fait, on a une certaine incertitude quant à la mobilisation effective du foncier nécessaire justement à atteindre ces objectifs de développement. Et cette approche, en fait, questionne un petit peu la pratique de l'urbanisme et également la capacité des communes à atteindre ces objectifs. Et ce qui montre en fait que la présentation de ce sujet et des constats qui sont propres au territoire insulaire nous amène à nous demander dans quelle mesure ce foncier, donc, qui est nécessaire à développer le territoire, eh bien, pourrait, au regard des caractéristiques et des configurations qui pourraient émaner de ce foncier, eh bien, il pourrait apparaître comme un levier d'action qui pourrait améliorer l'opérationnalité de la planification littorale en Corse. Alors, cette problématique va soulever l'hypothèse qu'une lecture des configurations foncières permettrait de mieux évaluer la mutabilité effective de ces surfaces qui sont dédiées à être urbanisées dans les documents d'urbanisme. Alors, l'introduction du concept de configuration foncière est fondée sur la prise en compte d'une part de la situation juridique du foncier. On va chercher à identifier le foncier en indivision ou appartenant à des propriétaires décédés, c'est-à-dire une situation bloquante qui ne pourrait pas être régularisée durant la durée d'application du document d'urbanisme. On va chercher à prendre également en compte la situation géographique, où on va recenser le foncier qui présente des contraintes topographiques ou des difficultés d'accès, de par des situations d'enclavement, par exemple. Et enfin, on va prendre en compte les fonctions, c'est-à-dire on va recenser les parcelles qui sont impactées par des phénomènes de rétention foncière, c'est-à-dire où en fait le comportement des propriétaires va chercher à garder, on va dire, les biens fonciers. Et du coup, les perspectives d'urbanisation pourraient ne pas s'inscrire également dans la durée d'application du document d'urbanisme. Alors, l'ensemble de ces caractéristiques qui est lié au foncier permettrait de mieux évaluer ce qu'on va appeler la mutabilité effective, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à évoluer qui va être appréhendé à partir du foncier au regard de sa disponibilité, de sa desserte et de sa divisibilité, mais également de sa plus ou moins grande possibilité à être cédé, aménagé et bâti. Et c'est une définition que l'on emprunte au CEREMA. Alors l'intérêt de cette démarche va être tout d'abord de résoudre les effets de la dimension très arithmétique des méthodes d'élaboration des documents d'urbanisme, qui, comme on l'a présenté, est fondée sur le ratio démographie-logement-surface urbanisable. Cela va permettre également d'identifier le potentiel foncier réellement urbanisable dans la durée d'application du document d'urbanisme. Et enfin, cela permettrait de garantir une meilleure prise en compte du fonctionnement
des espaces bâtis au regard de leur diversité et de leur localisation. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas les mêmes configurations selon si on est sur le littoral ou dans un village dans l'arrière-pays ou dans un secteur d'urbanisation récent. Et la prise en compte de ces configurations foncières doit permettre de justement mieux prendre en compte les réalités locales émanant des territoires littoraux. Alors, l'ensemble des éléments constatés au regard de l'hypothèse soulevée a conduit à proposer une méthode qui s'appuie sur la méthode initiale d'identification du potentiel foncier urbanisable, c'est-à-dire qu'on va délimiter les espaces bâtis et analyser leurs caractéristiques urbaines, afin de voir si nous sommes face à une agglomération, un village ou à un espace urbanisé, tel que le définit la loi littorale et le PADUC. Et ensuite, on va identifier le potentiel de densification, c'est-à-dire les parcelles libres situées à l'intérieur des enveloppes urbaines et que l'on va définir comme interstices non bâtis. Alors l'exemple, la carte que vous avez à l'écran, les cartes tout du moins que vous avez à l'écran, et appliquées aux 3 terrains, montrent en fait des ensembles bâtis, c'est ce qui va former les emprises grises, et les espaces, les zones en verte, vont apparaître comme les interstices non bâtis, c'est-à-dire ce potentiel de densification qui est situé à l'intérieur des enveloppes urbaines. La proposition de méthode consiste à représenter de manière surfacique et spatialisée les configurations foncières, c'est-à-dire les parcelles qui sont en situation d'indivision, de rétention, enclavées ou qui vont présenter des contraintes topographiques ou géographiques. Et pour cela, on va exploiter les fichiers fonciers qui sont fournis par le CEREMA et les bases de données IGN. Et cela va nous permettre d'identifier les configurations foncières qui doivent apparaître comme une entrave aux perspectives de densification et donc de mobilisation effective du foncier. L'application de cette méthode aux 3 terrains étudiés a permis de mettre en évidence des résultats, mais suggère également des perspectives d'approfondissement, puisqu'en effet, on retrouve un différentiel foncier important entre la méthode initiale, et ça va être la carte de gauche, et la représentation des configurations foncières, qui est la carte de droite. Et on voit bien, tant du point de vue de l'emprise et de l'ampleur, et donc tant d'un point de vue surfacique que spatialisé, que les configurations foncières ont un rôle, ont un impact notable sur justement ce potentiel de densification. Et ces premiers résultats vont poser plusieurs enjeux. Déjà, l'enjeu de la lisibilité urbaine et paysagère, puisque comment favoriser la densification du tissu bâti face à des interstices peu mutables, peu mobilisables. Et enfin, le deuxième enjeu qui se pose, c'est celui de la réussite des objectifs de développement tels que fixés par la planification, comme je vous les ai présentés précédemment. Donc, l'observation des configurations foncières, en plus, met en évidence, selon la localisation des enveloppes urbaines, et là on va aller de la frange littorale vers l'arrière-pays, va mettre en évidence un gradient d'urbanisation. C'est-à-dire qu'on va distinguer des interstices non bâtis où on va retrouver davantage de contraintes liées aux configurations foncières, et c'est notamment le cas dans l'arrière-pays et les noyaux villageois, où on va voir effectivement, comme le montre le tableau à l'écran, des taux d'indivision, des taux de surface enclavée beaucoup plus importants que sur le littoral. Et cette situation a plusieurs conséquences. D'une part, cela pourrait entraîner un risque de désertification des noyaux villageois au profit des espaces littoraux plus favorables et plus mutables, on va dire. La deuxième conséquence serait la permanence des dents creuses, c'est-à-dire les interstices non bâtis situés dans les villages qui seraient réduits au rang de friches et avec, on va dire, toutes les conséquences paysagères que cela pourrait engendrer. Et enfin, la troisième conséquence, ce serait réellement l'absence d'efficacité de la planification. Ce qui montre bien que l'observation des configurations foncières permet également de mettre en évidence une catégorisation, une typologie des interstices non bâtis au regard justement de cette mobilisation et de la dimension mutable du foncier. Pour envisager les perspectives d'intégration de cette méthode, eh bien, on va chercher à révéler les potentialités foncières dans une démarche prospective. C'est-à-dire qu'on va chercher à
à inscrire cette observation du foncier dans la démarche d'élaboration des documents d'urbanisme. Et pour cela, on va élaborer et construire une véritable stratégie foncière qui va être imbriquée dans l'ensemble des pièces des documents de planification, avec par exemple un diagnostic foncier où on va identifier justement ces configurations dans le rapport de présentation, donc qui est un petit peu le diagnostic de territoire. Et ensuite, cette stratégie foncière pourrait être déclinée dans le PADD avec notamment la mise en évidence de moyens de lutte contre la rétention foncière, des moyens et des outils d'accompagnement pour la régularisation des droits de propriété. Et enfin, dans les documents plus réglementaires que sont le zonage et le règlement écrit, on pourra avoir des bilans fonciers qui tiendraient compte justement de ces typologies des configurations foncières. Ce qui montre bien que les configurations foncières, au regard, on va dire, de la diversité de situations et les conséquences qu'elles engendrent, s'inscrivent réellement comme un véritable indicateur d'évaluation et un outil d'aide à la décision. Les apports de cette méthode, qui ont été observés à partir du terrain, mettent également en évidence des perspectives d'approfondissement. Et cela passerait par exemple par une analyse des jeux d'acteurs selon deux volets. Le premier, c'est qu'on cherchera à comprendre un petit peu les mécanismes et les logiques d'action des acteurs du foncier, en exploitant par exemple les résultats des concertations, et ce qui, au regard de la pluralité des jeux d'acteurs, pourrait apporter une vision peut-être plus sensible et sociologique on va dire des jeux fonciers. Et ensuite, on pourrait également analyser la perception et la vision des élus locaux vis-à-vis notamment du développement de l'urbanisation sur leur territoire, pour évaluer aussi la possibilité d'intégration de ces méthodes d'observation du foncier dans la démarche urbanistique. Et enfin, la troisième perspective serait également de mobiliser et d'intégrer d'autres bases de données, justement pour avoir une vision encore plus large et plus étendue du foncier, mais également pour préciser un petit peu le niveau de mobilisation effectif du foncier à bâtir. Ce qui montre bien, en fait, c'est que cette observation du foncier et l'analyse des configurations émanant du foncier dans l'exercice de la planification serait quelque part un moyen d'améliorer réellement son opérationnalité. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions en ligne? Est-ce que nous avons des remarques? Vous m'entendez? Ah, Jean-Camille, allez. Ah oui. Oui, parce que je n'avais pas activé mon micro, c'est pour ça. Déjà, merci beaucoup, c'était très complet, donc c'est dur d'en sortir des questions, pertinentes forcément. Mais à la limite, oui, peut-être une question sur le fait en fait, la spécificité de la Corse, de par son plan d'aménagement et du PADUC, fait qu'il y a un manque de documents et en fait d'exemples pour les élus qui voudraient justement utiliser le PADUC, et comment on fait justement, est-ce qu'on est obligé du coup de former des gens spécialisés dans le PADUC pour ensuite faire le tour des conseillers en fait spécialisés que pour la Corse, mais qui du coup ne peuvent pas aller ailleurs. Du coup, est-ce que c'est pas justement cette espèce de le PADUC qui était censé être un bonus de développement pour la Corse devient un petit peu un frein, puisque ça demande des spécialistes qui ne peuvent opérer qu'en Corse? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Pardon? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le PADUC a été élaboré par la collectivité de Corse, enfin, la collectivité territoriale de Corse à l'époque, mais aussi par des ingénieurs et des techniciens issus de l'Agence d'urbanisme et d'aménagement, donc un office qui dépend de la collectivité de Corse. Et ce sont ces ingénieurs aujourd'hui qui aident à la bonne application du PADUC, à la bonne intégration et mise en compatibilité du PADUC. Donc, quelque part, on a effectivement le PADUC qui sert de décodeur des réglementations nationales, mais on a également aussi des moyens humains et une ingénierie
pour justement aider les élus à retranscrire les principes du PADUC. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas le PADUC qui est la cause ou la conséquence d'une absence de planification en Corse, c'est plutôt en fait le côté très enchevêtré du système de planification entre, c'est simple, le code de l'urbanisme, tous les ans ou tous les 2 ans, il produit une nouvelle loi qui va être de plus en plus contraignante, qui va bien entendu des fois même s'affronter ou se confronter avec les principes du PADUC. Et c'est un petit peu la dimension très, très subtile des fois du code de l'urbanisme qui fait que la planification devient aussi un frein. Et en plus de ça, nous, ce qu'on propose justement dans ce travail de thèse, c'est de montrer que certes, le système de planification n'est pas évident, mais en plus de ça, on a des conditions insulaires, des spécificités locales, notamment liées au foncier, qui ne facilitent pas, ou du moins qui contraignent encore plus la tâche. Donc, quelque part, voilà, le PADUC n'est pas la cause, mais il s'oppose tout du moins à d'autres contraintes locales.